très heureux de venir vous rencontrer, parler de débats et philosophiques, mais aussi de relations pédagogiques. C'est une grande aventure dans laquelle certains d'entre vous se lancent, depuis quelques semaines peut-être. Pour d'autres, ça, je crois que cela fait depuis 2 ou 3 ans. Donc c'est véritablement, de mon point de vue, à mon avis, sans doute une des plus grandes aventures pédagogiques qu'on puisse vivre lorsqu'on est enseignant. Parce que ça nous emmène à vraiment enseigner autrement, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous peuvent en témoigner, et à regarder la relation, se regarder autrement, regarder l'école autrement, et regarder les enjeux de l'école autrement. Tout d'abord, c'est ce constat qui est fondamental, c'est que les enfants, vous le savez, très tôt sont animés par des questions universelles, des questions existentielles, et qu'il y a à l'école un déficit en termes de lieu, d'espace, pour permettre à ces enfants de pouvoir parler de ce qui les touche, des questions qui sont pour eux profondes, qui sont des questions sur les grands problèmes de la vie. Deuxième chose, c'est que on demande assez rarement, dans le modèle traditionnel de l'école, leur point de vue aux élèves. Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment ? On est beaucoup dans un jeu de questions-réponses. Le modèle classique qui est encore très présent dans les établissements, surtout les établissements de second degré, mais aussi à l'école, c'est un jeu de questions-réponses. Où aller à l'école, c'est apprendre à répondre de manière adaptée aux attentes de l'enseignant, et il y a quelque part un jeu autour de la bonne réponse. Alors que là, on est sur quelque chose de tout autre, vous en êtes bien conscient. Et donc, cette culture de la réponse qui est dominante à l'école, elle impacte de manière très importante la façon de penser l'élève. Et il y a des élèves qui, pour l'instant, quand vous les avez vus en cours, et une fois je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants de collège parmi vous, certains n'ont encore jamais vraiment pensé par eux-mêmes, au sens d'une pensée vraiment qui est argumentée, construite, et que c'est la première fois que vous allez leur offrir la possibilité de commencer à penser par eux-mêmes. Donc c'est vraiment, on va le voir, une aventure extraordinaire que vous offrez aux enfants de ce point de vue-là. Alors ces questions que vous abordez lors des débats visées philosophiques, elles peuvent surgir. Vous voyez bien, quand vous préparez un débat, elles peuvent surgir de questions qui sont parfois très complexes, des questions disciplinaires ou transdisciplinaires, et elles peuvent avoir des natures différentes. Ça peut être des questions vraiment épistémologiques sur l'origine des savoirs, leur construction, la façon de penser, de raisonner, qui sont des questions épistémologiques, des questions parfois plus métaphysiques, qu'ont les enfants assez naturellement, notamment qu'est-ce qu'un adulte, la différence entre un adulte et un enfant. Et là-dessus, il y aurait beaucoup, bien sûr, à dire. Des questions qui n'ont pas de réponse absolue. Des questions politiques, je crois qu'on en parlait avec Mme Ferrier en venant. À quoi sert le droit, comment faire des lois justes. Dans le cadre de ces nouveaux programmes, les débats à visée philosophique ne sont plus, les discussions à visée philosophique ne sont plus proposées comme exemple, mais on a toujours bien sûr la possibilité, heureusement, de mener des débats, des discussions réglées, argumentées à l'école, et les DVP s'inscrivent dans ce champ-là, de discussions, de débats qui obéissent à un certain nombre de règles de base. Qu'est-ce que c'est que la DVP ? Si on essaye de la définir par rapport à ce que c'est qu'un débat réglé et argumenté, on voit bien que le débat réglé et argumenté, c'est un moyen d'exprimer son point de vue dans un moment, un cadre qui est réglé par un certain nombre d'éléments structurants que l'on peut, en général, que l'on impose en tant qu'enseignant, mais que l'on peut aussi construire. Rien n'interdit de construire progressivement les règles. Alors on peut voir que si on veut que ça se passe bien au début, il est bien de soi-même donner un certain nombre de règles minimales, et après éventuellement de pouvoir les faire évoluer. Ça, c'est faisable. On donne comme critère important sur les débats réglés et argumentés l'idée qu'il s'agit d'une discussion sur une question controversée. Dans le cadre des DVP, la question n'est pas nécessairement controversée, ça peut être une question beaucoup plus ouverte, qui a priori n'est pas une question qui a ce caractéristique particulier de la controverse. On a effectivement souvent, mais pas nécessairement dans les débats à visée philosophique, des oppositions, on peut avoir des points de vue différents qui se conjuguent, qui se positionnent comme des nuances aussi, pas forcément des oppositions systématiques. L'idée étant, comme on retrouve dans l'ensemble des débats réglés et argumentés, de
faire en sorte que l'on puisse sortir enrichi de ce débat, qu'il n'y ait pas ni des gagnants ni des perdants, mais un enrichissement à partir de la compréhension du point de vue d'autrui et de l'argumentation des différents points de vue. Donc réfléchir sur les enjeux, c'est réfléchir d'une certaine façon sur les méta-enjeux. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui est à l'œuvre dans les discussions à visée philosophique. Si on veut pouvoir dépasser, si vous voulez pouvoir dépasser les difficultés, parce que l'aventure dans laquelle vous vous lancez ou vous vous êtes lancé, c'est une aventure difficile, mais dont les enjeux sont considérables. Ce sont des enjeux qui nous dépassent, mais complètement. On les voit, il y en a certains qu'on perçoit, mais il y a des enjeux qui sont énormes par rapport à des élèves qui vont devenir, pour certains de vos élèves, des personnes qui vont avoir des très hautes responsabilités ou des responsabilités très importantes, pas forcément hautes, mais importantes. Ils vont jouer un rôle socialement parce qu'ils se seront révélés à travers leur passage dans votre classe ou avec vous comme quelqu'un qui renaît à lui-même et qui commence à penser par lui-même politiquement, par exemple. Et donc vous avez en face de vous des élèves dont vous ne pouvez pas deviner ce qu'il va en advenir. Et donc du coup, quand on a plus conscience des enjeux, on est plus à même de se motiver, de se responsabiliser et de motiver les élèves et les responsabiliser parce que, comme c'était dit tout à l'heure, on peut faire des moments de méta-débat avec les élèves. On va réfléchir sur à quoi ça sert de faire des débats à visée philosophique. Jacques Lévin, qui était un psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur les débats philo, les ateliers philo, dans sa méthode propre, lui, il faut l'organiser après chaque débat, un méta-débat pour essayer de voir qu'est-ce qu'on avait appris aujourd'hui dans le débat, qu'est-ce qui avait été conscientisé, quelles avaient été les émotions à l'œuvre. Alors, je vois 3 grandes catégories d'enjeux sur les débats à visée philosophique. Je vais les décliner successivement. D'abord des enjeux psychologiques, des enjeux cognitifs et langagiers, et enfin des enjeux liés à la citoyenneté au vivre ensemble, et vous mesurez bien que les 3 sont liés. Tout d'abord, s'agissant des enjeux psychologiques, ils sont importants parce qu'ils permettent aux jeunes de s'individuer, c'est-à-dire de devenir des individus singuliers qui se construisent en tant que tels et qui permettent, qui en tout cas s'offrent la possibilité de penser par eux-mêmes et de faire cette expérience qui est irremplaçable, de découvrir que on peut être à la source de sa propre pensée, qu'on n'a pas besoin forcément de s'appuyer sur autre chose que sa propre activité réflexive. Et donc de sortir d'une pensée qui ne fonctionne que sur un mode scolaire. C'est de découvrir, de prendre conscience que dans le regard de l'adulte, on peut devenir un interlocuteur qui a de la valeur, qui est valable. Les débats philosophiques ont cette vocation, ou en tout cas ont cette puissance de pouvoir renforcer l'estime de soi. Parce qu'effectivement, et c'est lié à ce qui est indiqué dans la phrase précédente, lorsque l'élève commence à comprendre qu'il est, sans que ce soit explicite dans sa tête comme tel, qu'il peut être un interlocuteur valable, eh bien ça retentit considérablement sur l'estime qu'il a lui-même. Et dans les débats visés philosophiques, on va trouver des élèves qui, dans les disciplines scolaires, sont des élèves en difficulté et qui, pour certains, s'éclatent dans les débats visés philosophiques. Parce qu'ils ont là un terrain qui leur donne la liberté de ne pas être dépendants du savoir acquis, mais uniquement, parfois, de l'expérience, de leur propre savoir, de leur sensibilité. Ces enjeux-là, ils appellent un certain nombre déjà de gestes professionnels et de précautions lorsqu'on est enseignant, qu'on mène des débats philosophiques. C'est d'abord la question de l'espace. Pour pouvoir faire en sorte que l'élève puisse être bien pour penser par lui-même, il faut des espaces organisés en cercle, en carré, de telle manière que l'exercice de la démocratie puisse s'opérer. Et puis, c'est des temps suffisants, des temps de parole pour donner aux élèves, la liberté de pouvoir dire, de pouvoir rester en retrait, de ne pas dire, et tout de manière extrêmement respectueuse de la part de l'animateur. Il n'y a pas cette urgence d'avoir la bonne réponse à la question posée par l'enseignant. Ça, c'est déjà en soi un espace qui est totalement nouveau pour certains enseignants, pour certains élèves. De vivre ça avec un enseignant, c'est déjà parfois une aventure, mais extrêmement singulière. Les questions qu'on aborde, c'est des questions qui sont universelles très souvent. Des questions que se sont posées des jeunes bien avant nous, des siècles avant nous très souvent, et que se posent encore des jeunes de notre âge dans d'autres pays.
Donc voilà, c'est un moment extrêmement important qui pose la question du vivre ensemble dans le monde. Les grands enjeux, c'est ceux-là. C'est la paix dans le monde. C'est des citoyens du monde qui arrivent à communiquer sur les réseaux sociaux en direct et à débattre de questions en se respectant mutuellement. Donc il y a des règles éthiques minimales qui doivent, à mon avis, répondre à un besoin qui est fondamental, qui est celui de sécuriser les élèves qui prennent la parole. Ça, c'est à mon avis une des premières idées fortes, je vais en reparler après. Il faut que les élèves puissent se sentir sécures dans la prise de parole. Et la sécurité, c'est vous qui l'offrez. Comment ? Vous l'offrez justement en plaçant un certain nombre de règles minimales. Par exemple, on n'interrompt pas celui qui a pris la parole. Deuxième chose, on ne juge pas, par exemple, en tant que personne, on ne juge pas la personne de l'élève. Ça, c'est valable d'une manière générale, mais encore plus dans les débats philosophiques. Les encouragements que vous allez pouvoir formuler par votre écoute, les regards bienveillants, encourager l'enfant à penser par lui-même. Et toi, tu en penses quoi ? D'où tu tiens ce que tu dis là ? Par votre présence. La présence, c'est la qualité d'un regard, c'est la qualité d'une écoute, la qualité d'un silence. Alors il y a des enjeux qui sont d'une autre nature, qui sont plus cognitifs et langagiers, même si les précédents que j'ai évoqués le sont déjà un peu. C'est d'abord, bien sûr, la possibilité offerte aux élèves de douter et de remettre en question des idées, d'exprimer son étonnement. Vous savez que là, en philosophie, l'étonnement est vraiment une posture qui est centrale en philosophie. Pour certains philosophes, comme Oscar Brennifé, par exemple, qui a formé d'enseignants au débat philosophique, pour lui, le cœur de la philosophie, c'est l'étonnement. Autre enjeu, c'est la possibilité offerte d'apprendre progressivement à formuler soi-même, avec les mots justes, des idées que l'on a, mais pour lesquelles on n'a pas forcément les mots. Distinguer ce qui est objectif de ce qui est subjectif. Voilà une catégorie, par exemple, qui peut être très intéressante, que des élèves peuvent très vite comprendre dès le cycle 3 et dès le collège. Apprendre à justifier leur choix, ça c'est véritablement central. Quand les élèves ont des affirmations, par ces relances en tant qu'enseignants, amener les élèves à leur demander, à travers un argumentaire, d'où ils tiennent ce qu'ils pensent. Se détourner de l'opinion et de la croyance. De l'opinion partagée, ce qu'on appelle des représentations sociales de référence, ces représentations qui circulent, ces stéréotypes par exemple. Alors en face, vous avez des gestes professionnels, des attitudes, des postures qui viennent s'inscrire dans le rôle de l'enseignant, qui notamment, je pense que ça a dû être travaillé déjà peut-être ce matin, autour du pré-débat. Si vous faites un pré-débat pour savoir quelle question on va débattre, travailler la formulation de la question initiale. En fait, le temps du pré-débat, le temps de la formulation de la question initiale, c'est un temps très important. Susciter des interactions dialogiques, c'est une interaction dans laquelle un élève dit « moi je ne suis pas d'accord avec un tel » ou « je pense comme un tel » ou en complément de ce qu'a dit un tel. C'est un élève qui rebondit sur ce qu'a exprimé un camarade. C'est ça une interaction dialogique. Quand on obtient ça, on peut se dire que là le débat il fonctionne, que la discussion fonctionne. Or, c'est pas si facile que ça, et on peut, dans une discussion qu'on appelle le métadébat, amener à réfléchir les élèves sur cette question. Y a-t-il eu des moments, s'il y a par exemple, vous mettez en place ce qu'on appelle des observateurs du discutant, je ne sais pas si vous le faites dans les modèles, si on met en place des observateurs du discutant, on peut leur demander, est-ce qu'il y a des interactions dialogiques ? Pourquoi c'est si important ? Parce que sinon, on est dans la juxtaposition, on n'est pas dans le débat, on est dans la juxtaposition des opinions, on est dans une discussion beaucoup plus plate. Et si on veut qu'elle ait du relief, il faut qu'on puisse s'affronter, être dans du conflit cognitif, socio-cognitif. Problématiser, conceptualiser, argumenter dans trois postures, trois gestes cognitifs qui sont centraux pour Michel Toddy. C'était le premier véritablement à formaliser dans sa didactique des débats philosophiques ce que peut signifier problématiser, conceptualiser, argumenter. Conceptualiser, c'est pas simple, quoi. C'est effectivement quelque chose autour du périmètre d'une notion, des différentes significations, des mots, étiquettes que l'on va choisir, que l'on va coller sur une idée. Donc c'est beaucoup de choses la conceptualisation. La conceptualisation, c'est un pouvoir. Un élève qui arrive à conceptualiser, à être capable de placer le mot juste sur une idée et de définir la notion qu'il utilise, c'est vraiment un élève qui va
prendre du pouvoir sur lui-même, sur la vie, sur les idées, rechercher les sources de ces représentations, j'en parlais tout à l'heure, c'est véritablement, dans une discussion à visée philosophique, quelque chose d'essentiel, d'amener les élèves à réfléchir sur l'origine de leur représentation, pour comprendre que finalement, la majorité des idées qu'ils ont ne sont pas des idées d'eux-mêmes. Elles viennent d'ailleurs, elles viennent d'un père, d'un frère, de ce qu'ils ont vu. Johanna Hawking, dans sa thèse, distingue dans les habiletés cognitives les habiletés à visée intellectuelle et les habiletés à visée sociale. En distinguant dans ces habiletés, les habiletés d'ouverture d'esprit, comme notamment l'acceptation des critiques. Ce qui en soi, là vous voyez plein de choses, plein d'idées, mais rien que ça, l'acceptation des critiques. On est combien parmi nous à avoir des difficultés avec ça? Deuxième habileté de raisonnement, j'en prends une autre au hasard, enfin non pas au hasard, la question des présupposés. Parfois, dans une discussion, on se rend compte que les idées d'un élève, elles sont fondées sur des présupposés. Autre habileté de recherche, centrale dans les débats, les discussions philosophiques, le questionnement. C'est sans doute l'attitude, la posture pour vous qui est centrale. Ces habiletés de pensée, elles sont fondées sur ce que Philippe Mérieux appelle bien sûr la foi en l'éducabilité, qui est quand même une des idées que vous connaissez tous, mais qui est intéressante à rappeler. Cette foi en l'éducabilité, c'est ce qui va guider votre posture. En permanence, se dire que parmi vos élèves, certains ont des difficultés, mais vous n'imaginez pas un instant, peut-être, le niveau qu'ils vont pouvoir atteindre dans 5 ou 10 ans. Le rôle de l'enseignant dans ces moments-là est essentiel, à travers les questions qu'il pose notamment. Des questions toutes simples, de clarification de l'opinion, d'approfondissement des arguments, de reformulation d'hypothèses, d'articulation des points de vue. Là, les gestes qui sont les vôtres, ils sont là, majoritairement, avec des questions comme celle-ci. Voilà quelques-unes. Sur quels critères te bases-tu pour dire que? Est-ce que tu peux donner un contre-exemple? Pourrais-tu relier un tel comportement à des règles ou à des principes connus? À mon avis, cette idée-là, d'où vient-elle? Est-ce que j'ai les moyens techniques, en utilisant Google, d'aller voir qui est à l'origine de cette nouvelle? Est-ce que c'est pas une fake news? Est-ce que cette idée est celle de tel auteur? Alors il y a d'autres enjeux, hein, c'est la dernière catégorie d'enjeux que j'évoquais, c'est des enjeux liés à la citoyenneté au vivre ensemble, à l'échelle bien sûr de la classe, mais aussi à l'échelle de son quartier et de la planète. Créer des liens entre la dimension individuelle et la dimension universelle. Effectivement, c'est ça qui est parfois très fort et très touchant dans les débats, les discussions philosophiques, c'est qu'on sent qu'on est en train de traiter d'une question qui est une question de nature universelle, qui a une portée qui nous dépasse complètement. Comprendre le sens des émotions, leur fondement moral et leurs enjeux éthiques. On est dans un pays où les émotions commencent à avoir de l'importance à l'école. Pendant des années, on en souriait des émotions. C'était vraiment une question secondaire. Or, je vous montrerai tout à l'heure, dans une des dernières diapos, dans la relation pédagogique, il y a vraiment la dimension cognition, hein, mais aussi la dimension de l'émotion, qui est en permanence présente dans la classe. Nous allons, avec les élèves, partager une émotion forte. Nous allons nous indigner ensemble. Partager de l'indignation, c'est quand même pas rien, quoi. De l'indignation sur ce que peut vivre une partie de la population dans la société actuelle, parce qu'elle est discriminée, par exemple. Maintenant, je voudrais aborder la question des dilemmes moraux. J'ai compris qu'en 30 secondes, je pouvais mettre les élèves en débat de manière extrêmement forte, parce que ça a une puissance opératoire et sur des débats à visée philosophique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dilemme moral? Vous savez ce que c'est? C'est une situation dans laquelle on n'a que deux issues. Deux issues sans que l'une ou l'autre ne soit bonne ou juste a priori. Les débats à visée philosophique, comme d'autres techniques, doivent permettre aux élèves d'exprimer leur sensibilité, d'exprimer ce qu'ils ressentent. Parfois, il y a des élèves d'une situation, ils n'ont pas les arguments, mais il faut leur donner la possibilité de dire que c'est triste, ou que c'est affligeant, ou que c'est désolant, ou que c'est déshonorant, que sais-je, qu'ils puissent mettre des mots sur les sentiments.
Et dans la langue française, les mots sur les émotions, il y en a beaucoup, notamment sur les émotions négatives. Il y en a plus que sur les émotions positives. Et les élèves, ils n'ont pas de mots très souvent. Or, quand on connaît la vertu régulatrice de l'émotion, expressive et régulatrice, elle a une double vertu, l'émotion. Elle a une vertu régulatrice, on va mieux quand on a dit des émotions. Et elle a une vertu d'expression, on va pouvoir dire, se poser là. J'ai fait une enquête sur l'impact des enseignants qui commençaient à pratiquer les DVP à La Réunion, mais pas uniquement. L'enquête, elle a porté sur La Réunion et l'Académie de Lyon et de Clermont-Ferrand. Et voilà ce que, sur l'impact des débats philo sur les élèves, voilà ce que me disent les enseignants. Donc il y a eu, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, 438, j'allais dire 500, 438 enseignants des Académies de Lyon et de La Réunion. 10% pensent que l'impact, il est surtout sur le respect des élèves entre eux, sur le respect des règles de vie et sur l'apprentissage du vivre ensemble. Quand c'est entouré d'un petit carré, ça veut dire qu'au sens statistique, on applique la technique du qui 2, certains connaissent, on fait un peu de statistique, ça veut dire que les résultats ne sont pas dus au hasard. Qu'il y a véritablement ce qu'on appelle une corrélation au sens statistique. L'impact des DVP sur les enseignants. Ça c'est intéressant parce que ce que je vous disais en introduction tout à l'heure, ça retentit sur les pratiques des enseignants et notamment sur l'importance qu'ils accordent aux questions personnelles des élèves. Principalement, l'impact il est là-dessus. Il y a des enjeux à moyen et long terme qui ne peuvent être atteints, de mon point de vue, qu'à certaines conditions. Tout d'abord, ça c'est très très important. Je vous le dis parce que ceux qui veulent faire 2 ou 3 DVP dans l'année, ça ne sert pas à grand chose. La fréquence et la régularité sont essentielles. Je pense que minimum tous les 15 jours, 3 semaines, c'est le minimum. Partie 2. Ce chercheur australien qui a produit un ouvrage à partir d'une méga-analyse, c'est-à-dire une analyse de 800 méta-analyses de recherche. Pendant 15 ans, il a analysé 800 méta-analyses sur les facteurs de réussite scolaire. Et regardez sur les 2 lignes, je ne sais pas si vous arrivez à voir, le facteur premier de l'impact d'un enseignant, c'est le feedback de l'enseignant. Qu'est-ce que c'est que le feedback ? Le feedback, c'est dans une situation pédagogique, qu'est-ce que vous faites de ce que l'élève a produit par écrit ou oralement ? C'est ça le feedback. C'est quel renforcement, quelle rétroaction vous faites de ce que l'élève produit. Ça, c'est le feedback. Le feedback, qu'il soit positif ou négatif, il peut déclencher des émotions et des sentiments très forts. Parfois négatifs, si le feedback est négatif, il peut agir sur le raisonnement, le rapport à l'enseignant, l'estime de soi, les prises de décision, le mal-être ou le bien-être. La dimension paraverbale, c'est le ton sur lequel on s'exprime. Quand on dit à un élève « ouais, c'est très bien », l'élève il sent bien dans le ton que c'est pas bien. Alors que s'il voit que vous vous exprimez « j'ai bien aimé » quand il voit les marqueurs de Duchenne, là, ces petites rides au niveau des yeux qui s'expriment dans un feedback de l'enseignant qui, spontanément, a l'émotion de dire qu'il est content de l'idée qu'a eu tel élève. Bien, ces marqueurs de Duchenne, qui sont des marqueurs de l'authenticité du feedback dans la relation, sont extrêmement significatifs. L'élève, il ne va pas remarquer que le marqueur de Duchenne, il s'exprime. Par contre, il va voir que la prof, ce qu'elle dit, elle l'a ressenti. Et que c'est sincère. Et donc, dans la feedback, la sincérité du feedback a une puissance phénoménale sur l'élève. La bienveillance dans tout ça. La bienveillance, c'est cette attitude par laquelle, cette posture par laquelle on veille sur lui, on essaie de le protéger de ce qui pourrait lui nuire. Donc c'est une posture par laquelle on sécurise, on protège, et on essaie de créer des conditions qui soient favorables à ce que l'élève y progresse. Il y a 3 principes fondateurs, et j'essaie de défendre la bienveillance parce qu'il y a des détracteurs de la bienveillance. Parce qu'ils confondent bienveillance avec mansuétude, avec laisser-faire. Effectivement, on peut s'interroger si un excès de bienveillance ne pourra pas conduire à en rabattre avec les exigences intellectuelles, à céder aux caprices des enfants rois. Non, la bienveillance peut être une vertu d'une immense puissance. Je vais essayer de vous montrer comment. Un adulte bienveillant, c'est un adulte qui cherche à être dans le respect inconditionnel de l'élève. Inconditionnel. Rien que le mot, il nous place dans quelque chose qui est difficile, une très grande exigence. Ça ne veut pas dire respecter inconditionnellement tout comportement. C'est respecter inconditionnellement chaque personne d'élève. Et c'est aussi manifester des signes de confiance. La confiance, ce n'est pas des grandes déclarations.
ce sont des petits gestes, des petits signes où on responsabilise, on donne la parole, on montre qu'on a de l'espoir, qu'il va y arriver, que l'erreur elle n'est pas grave. C'est ça la confiance. C'est tous ces petits signes-là. La bienveillance, elle prend toute sa force et sa puissance lorsqu'elle est perçue dans cette dimension active. C'est manifester de l'intérêt pour chaque élève. C'est être attentif au respect des besoins de chaque. C'est avoir des exigences adaptées à chacun. C'est s'offrir des temps métacognitifs où on va amener les élèves à réfléchir sur ce qui a été difficile, mais aussi sur ce qu'ils ont appris. C'est créer une qualité, offrir une qualité de présence, un soutien différencié. Elle a un impact notamment sur une des dimensions centrales dans la psyché humaine, c'est la satisfaction des besoins psychiques fondamentaux. Elle va avoir de l'impact sur le rapport à l'apprendre, sur le climat de classe, et puis à long terme sur la capacité à construire une société apaisée. Alors la bienveillance, lorsqu'elle est tournée vers les besoins psychiques fondamentaux, j'ai bientôt terminé, eh bien, elle trouve toute son opérationnalité. Quels sont les besoins psychiques fondamentaux d'un jeune, mais aussi d'un adulte? Bon, ça c'est les besoins physiologiques, vous les connaissez. Je les mets parce que on sait très bien qu'il y a des jeunes qui arrivent le matin qui n'ont pas mangé ou mal dormi, qui sont en train de mourir. Le premier de ces besoins psychiques fondamentaux, c'est le besoin d'être sécurisé. La bienveillance active, c'est une bienveillance où on fixe un cadre. Deuxième besoin psychique, le besoin d'appartenance, se sentir appartenir au groupe. Le besoin d'aide, il est fondamental. C'est un des besoins psychiques majeurs parce qu'ils se sentent très vulnérables, très fragiles, ils ont besoin d'être aimés. Besoin de sens et de motivation. Les jeunes d'aujourd'hui veulent du sens. Ils veulent comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on nous apprend des maths, pourquoi on nous fait faire des cours d'histoire alors que le savoir, il est déjà accessible sur Internet. Besoin de confiance en l'adulte, besoin de respect, on en a parlé tout à l'heure, et besoin d'estime de soi parce que c'est le besoin au cœur de la psychologie et de la psyché humaine. Sans estime de soi, on ne peut pas se réaliser, on ne peut pas accomplir l'autre besoin que vous voyez en haut, le besoin de réalisation de soi. Et puis vous voyez, on a glissé entre la réalisation de soi et l'estime de soi le besoin d'expression de soi. Les débats philosophiques permettent de répondre à ce besoin d'expression de soi. Parce que les débats offrent des espaces où il y a du tact, où il y a de l'écoute, notamment quand on respecte un certain nombre de règles fondamentales. En fait, sans le savoir, quand vous mettez en place une qualité de relation, quand vous mettez en place des débats philosophiques qui offrent une qualité des relations, vous vous comportez en ce qu'on appelle en tuteur de résilience. C'est-à-dire qui aide l'élève à construire sa propre résilience. Vous l'aidez à se renforcer, à être beaucoup plus fort pour pouvoir résister. Eh bien, parmi les caractéristiques des élèves résilients, on a des élèves qui sont plus autonomes, qui sont plus motivés, plus optimistes, qui ont des compétences psychosociales, qui arrivent à résoudre des problèmes et à mieux faire les connexions entre les problèmes et les solutions. Ça suppose d'être bienveillant avec soi-même aussi, de savoir se pardonner à soi-même de ne pas y arriver. Sinon, on ne s'en sort plus, on a l'impression d'être toujours dans la difficulté. Et vous faites un métier qui est, si ce n'est le métier le plus difficile, un métier éminemment difficile, surtout lorsqu'on est sur ce terrain. Difficile parce que c'est jamais gagné. À chaque heure, il faut recréer la relation. La relation n'est jamais gagnée. Voilà, merci de votre attention.